La rêve de vieille. Aïe, aïe, aïe. Salut. Bonjour, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Est-ce que vous nous entendez bien dans le chat? Est-ce que le chat va bien? Vous êtes prêts? Petite, moi. Non, trop tard. Est-ce que c'est un accident de chat? Non, c'est un accident de moi qui fait de la merde et qui a failli renverser mon verre sur mon bureau avec tout mon électronique dessus, tout va bien. On va éviter. Vous nous entendez? Coucou Mira. Et coucou Queen. Je vois les gens. Et coucou Forky. Et j'allais dire et coucou Saki, mais non en fait. Et bonjour Bulle, que je ne connais pas. Ah oui, je me disais pas s'il nous entend, ça se trouve, on parlait dans le vent, mais ça va. Ok, très bien, parfait. On se croit. Alors... Je sais pas. coucou Attends, Sissi. je suis pas sûre parce que la personne a dit oui, mais je sais pas si elle dit oui pour ça. Coucou Nat. Alors... Attends, bah, je vais écouter 2 secondes. Oui, c'est bon, je m'entends bien. D'accord. Mad, y a pas de musique? Si, mais je dois peut-être monter le son. Un petit peu. D'accord, bonsoir tout le monde. Alors, du coup, ce soir, un live analyse, un live un petit peu lourd, C'est un mieux? petit peu dense. Un petit peu sujet tendu. Ouais, oui, il va y avoir. Il va falloir s'accrocher un petit peu. Je vous souhaite, il y aura des maths à la fin. Bisous. Let's go. Et du coup, on va parler des bases du contrat d'édition. Ça tombe bien, les résultats du concours en plus sont dans pas trop longtemps, donc ça sera utile pour les personnes qui seront concernées. Et donc on a bien marqué tout comprendre avant de signer son contrat. Évidemment, là, ça va être juste les bases. Quand vous recevrez votre contrat, il y aura plus de choses à voir en profondeur, mais là, on est là pour introduire le sujet et le rendre accessible au plus de monde possible. Oui. Et surtout, on essaiera d'en faire une deuxième partie, idéalement avec quelqu'un qui est vraiment professionnel dans les contrats, donc un avocat par exemple. Et ça viendra plus tard. Alors, du coup, Mad, est-ce que tu peux nous mettre le sommaire? Donc ce soir, du coup, dans un premier temps, on va parler du contrat, qu'est-ce que nous, en tant que personnes qui vont recevoir le contrat, on peut jouer dessus, et comment on peut voir avec l'entourage ce qui est possible de faire. Ensuite, on va passer sur un peu de lexique typique des contrats d'édition, donc plus particulièrement... Ouais. C'est terrible. Et enfin, on va faire comment calculer sa paie, et puis une petite FAQ où là, vous pouvez poser vos questions particulièrement, mais tout le long du live, vous pouvez poser vos questions, il n'y a aucun souci. C'est Matt qui va s'en charger. Du coup, rapidement, pour que vous sachiez à qui vous vous adressez. Donc ce live, il est en compagnie de votre barista Flo et de votre barista Chirop, donc moi-même et Mad. Et je tiens à vous préciser que Poison, la barista Poison, a beaucoup participé à la création de ce live, et c'est grâce à elle qu'on a pu l'initier. Donc même si elle n'est pas présente ce soir, on pense très fort à elle et on va gérer ce live sans elle. Genre, fais-nous confiance, on va gérer. Il faut qu'on lui prouve qu'on peut le faire. Oui, que les mots compliqués, on a appris à les gérer. Voilà, et comme vous le voyez depuis tout à l'heure, on est en compagnie de Cécile Garcia. Bonsoir. Ouais. Cécile, est-ce que tu veux bien nous faire une petite présentation de toi, ton parcours, ce que tu fais, qui es-tu en somme? Pendant 4 secondes, j'ai vraiment cru que tu allais me demander une petite danse. Et finalement, je suis triste. Je suis scénariste de webtoon, bande dessinée, roman, sachant que le reste n'est pas édité, bien sûr. Je suis signée chez Webtoon depuis 2 ans, chez Ankama depuis 1 an, enfin Ankama Allscreen. Je fais des lives. Qu'est-ce que j'oublie? C'est le global, quoi. Je fais plein de reels. Les gens viennent me voir en convention pour me parler de ça. C'est très drôle. Oui, t'es... En plus, j'ai pas publié en plus. Putain, bon, c'est pas grave. Bref.
Je feras vais le faire autre chose. À la fin du live, on s'engagera à tous à aller liker ta publi, même si tu l'as pas publié dans les temps. Non, mais je vais Je faire te un truc poste vite fait avec une Mez et les photo. filles les Mez et les filles de Sarre, je vais poster le lien sur le chat. Ouais. Ouais. Vas-y. Et je sais pas si tu l'as relevé, Mad, mais apparemment la musique est un peu trop forte. Ouais, j'ai baissé. Est-ce que ça vous va? Top. Donc voilà, vous voyez un peu à qui vous avez affaire. Donc Cécile qui va pouvoir nous partager son expérience dans la mesure du possible, évidemment, puisqu'elle a signé des contrats et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des clauses de confidentialité. Et d'ailleurs, par rapport à ça, ce que je voulais préciser, là, on va donner des pistes, des éléments de compréhension, etc. À partir du moment où vous avez un contrat dans les mains, là, vous pouvez venir me voir, venir voir l'association pour qu'on vous éclaire de façon plus précise, parce qu'à partir du moment où vous avez un contrat dans les mains, là, on peut vous donner plus d'éléments qu'on peut pas donner en public. Voilà. Enfin, quand je dis l'association, du coup, pour le coup, c'est d'Eventoon, parce que j'oublie toujours de me présenter avec Eventoon. Mais du coup, je suis aussi la présidente de l'association Eventoon. Voilà, une invitée de qualité, vraiment top. Sur un live de qualité, finalement. Oh, merci. Et du coup, Eventoon, on peut vous contacter en MP Instagram? Oui, on peut venir en MP Instagram, que ce soit moi ou que ce soit Eventoon, on viendra vous répondre, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de soucis. Ça marche, trop cool. Alors, donc, on va pouvoir commencer donc avec la partie soi et entourage. Donc, une fois que vous recevez le contrat, il va falloir le lire attentivement, toutes les parties, même si c'est long et c'est lourd, avec beaucoup de vocabulaire. Vraiment, c'est pénible, mais ça vaut vraiment le coup, c'est très, très, très important. Et il y a possibilité en fait d'échanger avec l'éditeur, totalement. Oui. L'éditeur, au final, c'est un interlocuteur et on s'adresse à lui en tant que professionnel. Donc, quand on entend dialogue, on entend aussi une négociation. Oui, bah surtout négociation. L'éditeur ou l'éditrice est pas là pour lire le contrat et vous expliquer chaque mot. Après, si vous avez des questions, vous avez le droit de lui poser. Par contre, la moindre négociation, c'est à voir avec lui. Ouais. Et il peut y avoir des intermédiaires dans l'entreprise qui sont un peu plus spécialisés dans les contrats, ou c'est vraiment toujours l'éditeur? En vrai, tu peux aller voir d'autres entreprises, etc. Mais en général, ça coûte de l'argent, sauf des regroupements, des associations, des syndicats. Et puis, c'est surtout que quand c'est ton premier contrat d'édition, t'as pas le réflexe d'aller chercher dans le contrat. La plupart des jeunes dans le webtoon, je dis des jeunes parce que dans le webtoon, les premiers contrats, en général, c'est quand t'es jeune. Moi là je l'ai signé quand j'avais 25 ans, mais j'ai des collègues qui ont signé à 20 ans. Donc effectivement, à 20 piges, même à 30 en vrai, mais bon, à 20 piges encore moins, t'as pas tendance à aller dire ouais, je vais aller me renseigner auprès d'un syndicat pour voir pour mon contrat d'édition. Non, t'es là genre oh mon dieu, j'ai un contrat d'édition, ouais, je signe. Ce qui est normal, j'ai fait pareil. Ouais. C'est totalement normal et c'est pour ça qu'on veut aussi dire que vous pouvez venir voir des artistes, vous pouvez rejoindre des associations ou ne serait-ce que discuter avec des associations pour qu'ils vous éclairent là-dessus. Ça reste important et c'est pas assez dit parce que ça n'existait pas vraiment avant et maintenant ça existe de plus en plus et c'est très cool. Ouais, non seulement le milieu du webtoon est assez récent finalement pour les auteurs français, donc c'était pas répandu entre nous qu'il fallait aller se renseigner en profondeur, mais en plus j'ai l'impression que du coup les syndicats ou les entités qui étaient supposées pouvoir aider les artistes, en tout cas sur le format papier, ils avaient pas assez de recul pour savoir quoi conseiller pour le webtoon. Ouais, oui, mais c'est ça, quand t'es dans une nouvelle vague et que t'es genre new wave, en fait t'as personne pour te conseiller et ça touche un petit peu partout en plus parce que Never Webtoon a été les premiers sur le marché en France. Mais du coup, même Never, en fait, tu leur demandais comment te déclarer, ils ne le savaient pas. Et tu vas voir les banques, et à cette époque-là, artiste-auteur, ça n'existait pas, ou vraiment genre giga rare. Et
et l'auto-entreprise, j'ai ouvert une auto-entreprise en 2017, bah, je t'assure que les banques à ce moment-là, elles savaient même pas le gérer. Donc t'es là, t'as 20 piges, t'es là en mode, il me faut un statut légal, mais personne n'y connaît rien, que même l'URSSAF elle-même, elle te donne pas les bons papiers quand tu vas sur place. Et les boîtes de Webtoon, elles savent à peine te conseiller là-dessus. T'es un peu tout seul. Enfin, moi, j'ai pas fait partie de la première vague des auteurs. Forky pourra vous en parler. Il avait fait partie des premières vagues, ou Natacha, ou Diane. Ils ont fait tous partie de la première vraie vague, on va dire, d'édition de Webtoon français. Et eux, c'était la schlag. Genre vraiment en mode, bon, bah, on sait pas, démerdez-vous. Puis personne ne sait, démerdez-vous. Donc en fait, t'étais à mi-chemin avec la légalité, puis si t'as un contrat, t'as des clauses, bon ben, t'as pas le réflexe de forcément discuter au début. Voilà. Mais maintenant, ça va mieux. On a l'impression que ça se discute pas. Ouais. Non, c'est ça. Tant mieux. Et du coup, quand un éditeur, en fait, il te propose un contrat, c'est pour quelle raison? C'est parce que ta série l'intéresse. Ouais. C'est La série t'intéresse, ton travail en général t'intéresse, le dessin aussi, juste le dessin, ça arrive quand c'est juste un... Ça dépend des boîtes. Webtoon, ça va plus être soit t'as envoyé un dossier, c'est le dossier qui les intéresse, avec donc du coup le dossier entier, donc ça va être le dessin et l'histoire. Par contre, t'as d'autres boîtes, genre Allscreen, ils vont venir chercher des artistes qui vont mettre plus dans un format studio, et là tu peux ne faire qu'écrire ou que dessiner, et on va t'attribuer quelqu'un en face. Tu peux être repéré sur Canva et qu'on vienne te chercher pour une série précise. Dailytoon, Bontoon commence à faire ça sur Canva et à venir chercher des artistes. T'as plein de raisons pour lesquelles on va te proposer un contrat, mais quoi qu'il arrive, il faut quand même, quelle que soit la raison pour laquelle on t'approche, il faut vérifier toujours le contrat, quoi. Ouais, et surtout ne pas oublier qu'en fait, s'ils viennent te chercher ou s'ils acceptent de t'envoyer un contrat, c'est que tu les intéresses, c'est que tu as de l'importance et que du coup, tu en fait te permettre de négocier, tu as un poids. Et souvent, les artistes, ils l'oublient et ils se dévalorisent. Oui, ils sont trop honorés. Oh my god, j'ai un contrat. Si je chipote trop, on va me refuser. En fait, si tu chipotes trop et qu'on te refuse, ça veut dire que c'est des enfoirés et du coup, tu vas ailleurs. Genre, c'est horrible parce que quand t'es jeune, mais ne serait-ce, c'est pas même qu'une question d'âge, c'est quand c'est ton premier contrat d'édition, et les contrats d'édition, ça fait rêver, et t'as envie de publier ta putain de série, et t'es genre, oh mon dieu, j'ai un contrat, et tu t'accroches à ça. Mais en fait, si le contrat, il est à chier, et il faut aller ailleurs parce que sinon, ça va te coûter beaucoup plus cher sur ta santé mentale et ta santé physique. Sur certaines clauses qui peuvent vraiment engager ça, que d'aller voir ailleurs et d'attendre encore un petit peu, et voilà. Mais si t'as intéressé une fois quelqu'un, il n'y a pas de raison pour que t'intéresses pas quelqu'un d'autre. C'est ça. Et j'ai même envie de rajouter, au contraire, je pense que si on négocie le contrat et qu'on remet en question des propos, etc., et qu'on montre en fait à l'éditeur qu'on est une personne professionnelle et compétente qui réfléchit vraiment et qui lit bien tout ce qu'on lui met entre les mains, ça montre qu'on est sérieux et qu'on n'est pas là, on est professionnel, on n'est pas là pour plaisanter en fait. Donc, totalement. Voilà, on montre moins de naïveté entre guillemets. Oui, puis vous êtes, comment dire, les éditeurs ou surtout les maisons d'édition, c'est pas les grands gourous en fait, c'est-à-dire que c'est nous l'origine, c'est nous la racine du métier. Donc même si y a eu avec le temps, avec le capitalisme et compagnie, cette espèce de changement de rôle en mode oh là là, les artistes ils doivent être bien contents qu'on leur propose un contrat, alors que t'es là genre oui mais en fait c'est nous l'origine de votre thune. Si nous on n'est pas là en tant qu'artistes, vous n'avez rien, vous faites votre thune sur notre dos. Bon, en nous apportant des services, hein, bien sûr, les éditeurs sont là pour nous aider, hein. Mais du coup, il faut pas oublier que c'est un client. L'éditeur, la maison d'édition est un client. Vous n'êtes pas, des salariés. Il y a Fork Motion, je sais pas comment on dit, qui dit Forky, voilà, qui dit au-delà de ça, il y a aussi le entre guillemets bon, le contrat il est pas ouf, mais il me faut un travail, c'est ça, ou Domac. Bon bah on prend. Bah Domac c'est cher et attends. Non mais ou alors ils bossent au Domac. Oui, dans ce sens-là.
On est bien d'accord, Forky, qu'il y a ça, hein, mais c'est un luxe je l'ai pas redit, c'est un luxe de refuser un contrat parce qu'il remplit pas les clauses que tu veux, entre guillemets, c'est-à-dire les clauses décentes, la plupart du temps. Ça reste un luxe. Si c'est possible, financièrement parlant, il faut le faire. Parce que c'est des clauses, surtout dans le webtoon, avec un rythme effréné, c'est des clauses qui vont venir vous faire chier super longtemps. Et si tu signes un mauvais contrat, vas-y, Mad. Moi, je me disais que finalement, ça annonce peut-être la couleur aussi quand c'est un contrat vraiment pourri. Peut-être que ça signifie que ça va être pourri pour d'autres raisons aussi, tu vois. Totalement. Ce que j'allais dire, ça rejoint ce que tu dis, c'est tu signes un mauvais contrat, en fait, tu risques de rentrer dans un cercle vicieux où tu te retrouves empêtré et tu es dans une situation désavantageuse et en même temps, tu n'es pas spécialement bien payé et en même temps, tu es obligé de continuer. Donc, c'est vraiment à réfléchir. Chacun prend sa propre décision en fonction de ses valeurs et en fonction de sa situation. C'est propre à chacun. Il n'y a pas de solution miracle et de voie qui correspondrait à tout le monde. Voilà. Au niveau du coup de l'entourage, donc à qui est-ce qu'on peut s'adresser? Donc à Eventoon en MP Insta avec la réponse. Tout à fait. Je l'ai pas mis. Vraiment, honte à moi, mais on le dit bien à l'oral. Mais c'est pour ça, en fait, Eventoon qui nous permet du coup de rencontrer des éditeurs, donc le premier point, des auteurs, pardon. Oui, j'attendais la fin de ton explication pour être sûre qu'on se comprenne. Des éditeurs, on n'est pas une agence malheureusement. Non, je me suis emmêlée les pinceaux. Non mais t'inquiète. Oui, je me permets de revenir parce qu'après ce sera plus le sujet, je crois. Il y a Romy qui demande comment savoir si c'est un contrat pourri. Ça c'est une très large question, mais je pense que c'est une question sur laquelle on reviendra après aussi. Mais en gros, plus il y a des clauses qui prennent des droits sur ce que tu fais, sur ce que tu es, sur ce que tu crées, sur ton style graphique, c'est déjà arrivé, plus c'est pourri. Après, il y a un consensus à faire entre toi, ce que tu veux céder et ce que l'entreprise veut choper. Mais là, j'ai pas d'exemple précis parce qu'il peut y avoir 1000 exemples possibles. Et de base, les contrats d'édition sont pas au top pour les auteurs. Mais plus on te demande de choses et moins tu as de garantie que toi, on te donne quelque chose, plus c'est dangereux. Voilà. Donc suivre la Ligue des auteurs. Si vous connaissez pas la Ligue des auteurs, donc si je m'abuse, c'est eux qui ont fait un sondage il y a 2 mois, du coup auprès des auteurs-autrices de Webtoon pour essayer de comprendre un peu comment fonctionne le milieu. Et ils avaient publié du coup un PDF avec les résultats, donc à bien lire attentivement et à prendre avec des pincettes en prenant en compte le pourcentage d'auteurs qui sont édités et non édités pour bien comprendre, etc. Il faut consulter des articles et des sondages, voilà, j'enchaîne toute seule. Et adhérer au snack aussi. Arrive. Si vous en avez les moyens. Vous en avez les moyens. Donc le snack, c'est Syndicat national des auteurs et des compositeurs. Et je crois que pour une année, se syndiquer, ça va coûter 90 €. Et pour la moitié d'année, c'est 40 €, quelque chose comme ça, 40 ou 45, je sais plus. Donc voilà. Et en fait, eux, ils vont proposer un accompagnement vraiment juridique dans la négociation et la signature du contrat. Donc je sais pas si toi, tu as déjà fait appel à eux, Cécile. Non, pour la simple et bonne raison que j'ai de la phobie administrative et que pour moi ça rentre dedans. Et du coup, je suis pas allée fouiller. Mais en plus, le snack n'avait pas, au début, n'avait pas la section webtoon parce que le webtoon est quand même vachement récent. Mais maintenant, il y a plein de militants qui sont à l'intérieur et qui militent pour les droits des auteurs webtoon. Il y a encore des questions qui sont à régler, mais comme tout nouveau marché. Mais il y a des combats qui sont là-bas, qui sont très intéressants. D'accord. Parce que du coup, je passe les détails, mais j'ai échangé récemment avec le snack pour un contrat. Et en fait, vraiment, je l'avais lu attentivement et tout avec mes connaissances personnelles. Et c'était fou.
comment on m'apportait une autre vision aussi du contrat et qu'on me disait ah là on peut relever ce détail-là, on peut s'interroger sur ce détail-là, peut-être que ça mérite un éclaircissement. C'était fou tout ce qu'il y a à pinailler dans un contrat en fait. Ah mais il y a absolument tout est négociable, tout est bougeable, tout est à remettre en cause. Faut vraiment pas hésiter. Hein. Parce qu'il y a des choses où je me disais oh bah ça va à la première lecture et après il vient m'expliquer non mais si ça tu acceptes ça veut dire qu'ils peuvent faire ça et ça. Intéressant à savoir, dis donc. Ouais, très hein. Mais oui, il y a des choses t'imagines pas que c'est possible. Et Si. Bah, comme je te dis, j'ai déjà eu le cas de contrat. Alors, je vous donnerai pas la maison d'édition, mais c'est en tout cas ni Never ni Allscreen, autre maison d'édition un peu obscure, qui te donnait le droit de déposer le style graphique de l'auteur. C'est incroyable. C'est incroyable. Non mais what, le style graphique. Ouais. Là, c'est culotté. Ça, tu t'es bloqué, t'es saccagé, donc il faut que tu reconstruises tout ton style graphique si tu veux faire autre chose sans leur demander leur avis. Tu leur appartiens, en tant qu'artiste graphique, tu leur appartiens à partir de là. Et ça, c'était dans des petites lignes, c'était tourné de façon très bâtarde, et t'as genre, non. Ça, c'est non. Après, j'ai des collègues qui ont persisté et qui ont réussi à enlever ça, mais moi, déjà, à partir de là, j'ai fait, bon, bah non, le contrat, il est pourri, il y a plein de trucs qui vont pas, ça suffit, en fait, je veux pas rentrer dans une boîte qui demande ça, et... Mais bon, après, j'avais le luxe de refuser, encore une fois. Hein. J'entends bien que des fois, t'as pas le luxe, mais ce genre de clause, faut faire gaffe, quoi. Il y a Queen, du coup, qui demande une précision donc sur le fait de le déposer. Ça veut dire qu'il s'approprie le style que tu as et que tu as pas le droit de le faire ailleurs. C'est déposer les droits. C'est comme Nabila qui dépose le halo. Voilà, tu déposes les droits de quelque chose. C'est-à-dire que c'est dès qu'il y a le style quelque part, c'est à eux. Voilà. Ouais. Je pense que Queen se demandait surtout quel était le sens de... Genre, est-ce que ça a vraiment du poids de déposer son style graphique? Ah bah oui. C'est comme copyright une... Oui, c'est ça, c'est comme copyright une voix, ouais. Mais c'est du copyright en fait, ouais. Waouh. C'est ouf. Désolée d'utiliser des mots français. Moi, la première à utiliser des mots anglais. C'est pour ça qu'en fait... du coup, on peut demander à des associations, des syndicats de relire notre contrat. Bon, en l'occurrence, je recommande vraiment le SNAC parce que de ce que j'ai compris, eux, ils ont vraiment le droit de lire ton contrat. Ils ont le droit d'avoir sous les yeux, donc ils peuvent lire réellement ton contrat ligne par ligne et te pointer du doigt s'ils trouvent des éléments qui sont vraiment non acceptables, qui sont illégaux en fait. Ouais. On peut aller jusque-là. Donc voilà, et par malheur, si quelque chose... Ça, c'est une question que je me pose et qui serait à éclaircir peut-être. C'est si on signe quelque chose qui est illégal, est-ce qu'il est quand même légal parce qu'on l'a signé? Je pense qu'il y a un peu des deux et que devant un tribunal, en fait, il faudrait que ça aille loin pour te dépater de ça. En fait, c'est-à-dire que les auteurs sont très peu protégés. Hein. C'est comme les entrepreneurs en auto-entreprise. T'as beau dire je te mets, je fais un procès et compagnie. En fait, le procès coûte souvent très très cher par rapport à ce qui à la thune volée de base, s'il y a une histoire de thune volée, je parle pas bien, et ça va être très très dur et très long, et du coup ils comptent sur le fait que en fait les artistes seuls, pauvres, n'iront pas jusque là. D'accord. Et quand je dis ils, c'est pas les éditeurs, hein, c'est les boîtes. Je reprécise parce que la dernière fois je parlais de ce sujet-là un peu sur ma chaîne et j'avais une éditrice, pas qu'on connaît, mais bref, une meuf qui est éditrice ailleurs, je sais plus dans quelle boîte, et qui était là genre oui mais les éditeurs et les éditrices ils sont pas tous méchants et tout. J'étais genre oui non je parle pas des éditeurs et des éditrices qui sont souvent bien sûr genre à l'ajout de la grande entreprise, mais je parle bien des entreprises et des fonctionnements d'entrepreneurial qu'il y a derrière. Parce qu'ils respectent les règles, quoi, on veut dire. Oui, c'est ça, c'est eux aussi, ils ont des règles, ils ont des trucs à... Ils sont pas toujours en paix avec ça, j'imagine. Ouais, non, ça les fait chier aussi. Hein. Là, il y a plein de questions. Ouais. Taco, donc, il demande, est-ce que le fait d'être syndiqué peut faire peur à l'éditeur? Peur, je sais pas, j'emploierais personnellement pas. T'es même pas obligé de le dire, hein. Ça mettrait un poids dans la négociation, en tout cas. Et c'est plutôt quelque chose à normaliser, je dirais.
pense, C'est un atout, je pense. Oui, c'est un atout et puis au final, c'est normal de vouloir soigner son contrat et être professionnel. En fait, Donc, je sais pas ce que tu penses, toi, Cécile. Je pense que déjà, tu n'as absolument aucune obligation de prévenir que tu es syndicalisé, il me semble. Syndiqué, pardon. Déjà, de 1. De 2, dans la majorité, si vous postulez dans une grande entreprise éditoriale, je pense qu'ils s'en battent les couilles concrètement parce qu'ils savent que même syndiqués, ça les touchera pas. Globalement, il faut effectivement le généraliser, même si en soi, si tout le monde était réglo, on n'aurait pas besoin d'un syndicat. Mais t'es pas obligé de le lire, de le dire. Je suis pas sûre que ça foute vraiment un froid parce que pour l'instant, ils savent pas forcément ce que ça engendre. Dans le milieu éditorial, bien sûr, hein, tout le monde sait ce que c'est d'être syndiqué. Je pense pas, honnêtement. Ouais. Personnellement, jusqu'à maintenant, dans le monde du webtoon, en tout cas, des éditeurs que j'ai rencontrés, ils sont très contents que les auteurs ces éditeurs sont de notre côté, hein. La majorité du temps. Pas tous, sont là, oui, il faut en parler, il faut que les auteurs soient au courant. Il y a des éditeurs à l'intérieur même du snack, hein, Jocelyn est syndiqué et éditeur. Hein, donc, Là, je suis en train de me demander, en fait, finalement, je comprends que les éditeurs ils soient contents parce que si y a des gens talentueux qui se font un peu embaucher par des gens un peu limites qui leur font des contrats pourris, ils perdent aussi des pépites entre guillemets, tu vois, qui se font arnaquer par des boîtes un peu nazes et tout. Et quand l'auteur est informé, il choisit bien aussi l'endroit où il veut bosser, tu vois. Je sais pas si ça joue, mais même pour les éditeurs, ils font signer un truc aux auteurs et si les auteurs ils reviennent plus tard en mode vous avez fait ça mais moi je suis pas d'accord, et ils vont être là si c'est écrit dans le contrat. Et du coup là t'es embêté, t'es en mode si on va le faire parce que c'est ok dans le contrat, mais en même temps t'as l'auteur à côté, il est pas content quoi. Donc vaut mieux éviter cette situation. Du coup, une seconde question de Mira. Alors, est-ce qu'on a un délai de réponse pour signer un contrat? C'est officieux. C'est-à-dire que, en fait, au bout d'un moment, si tu mets 4 mois à répondre, je suis pas sûre que le contrat vaille encore, tu vois. Mais en soi, t'as le temps de prendre quelques jours, une semaine pour checker, peut-être même un peu plus. En soi, c'est assez officieux. Il n'y a pas de date officielle sur le contrat. C'est juste que plus vite tu signes, plus vite tu auras de l'argent. En général, les artistes misent là-dessus. Mais t'as un peu de temps pour réfléchir. Juste évite de mettre 4 mois, 6 mois, 1 an, parce que là, je pense pas que le contrat vaille encore. Sauf si t'es vraiment génial. Ouais, sauf si vraiment t'es un putain d'artiste, genre renommé de ouf, et qu'ils vont te prier tous les dieux. Enfin, si c'est le cas, ils vont te relancer, hein. Ils vont pas te laisser 1 an sans rien dire. Hein. Parce qu'ils auront peur que t'ailles voir ailleurs. Hein. Pour la question d'engager un comptable, je pense que oui, ça peut être utile, dans le sens où la paperasse administrative est assez conséquente, mais elle n'est pas autant conséquente que par exemple les artistes qui font des ventes en convention, par exemple. Parce que je suis si je me trompe pas. Donc, en fait, engager un comptable, si juste t'as un contrat d'édition, honnêtement, c'est pas utile. Vraiment, c'est pas utile. Que t'ailles checker quelqu'un, genre que t'ailles demander un conseil auprès d'un comptable pour la déclaration de ton revenu par rapport au statut légal en France ou des choses comme ça oui. Mais de prendre un comptable, genre vraiment tous les semestres, tous les trimestres, je sais pas comment ça fonctionne un comptable, pour déclarer à ta place et calculer, pour un contrat d'édition, c'est pas la peine. Si tu as plusieurs contrats d'édition, qu'en plus tu fais de la vente, je sais pas, de merchandising, que tu déclares quelqu'un en assistanat, que genre tout ça, là d'accord, là oui, là prends un comptable. Mais juste pour un contrat ou 2 d'édition comme ça, que tu déclares toi-même viteuf en auto-entreprise, c'est pas la peine. Et du coup ensuite, un contrat peut se renégocier. Donc par renégocier, c'est-à-dire peut-être que tu l'as signé. Non. Et ensuite tu veux le remettre en question. Non, mais bien sûr que non. C'est ça le problème. Il pourrait être renégocié sous certains, comment dire.
En théorie, je pense que tu peux demander à faire renégocier un contrat. À mon avis, l'entreprise en face va t'envoyer te faire foutre. Je suppose, hein, c'est pas arrivé, mais je suppose. Par contre, ce que tu peux faire, et c'est ce que nous on avait fait avec Iko, c'est qu'on avait rediscuté des clauses de contrat. Quand on a fait, alors je sais plus le terme exact, quand on a fait en gros une add-on mise à jour du contrat pour la saison 2. Parce qu'ils te font un contrat que pour une saison. Donc si tu as une saison 2, un avenant au contrat, voilà, c'est ça. C'est un avenant au contrat, et là, tu peux rediscuter. On avait rediscuté 2-3 trucs. Mais qui étaient liés à l'avenant, parce que tu as le contrat de base qui bouge pas, et après, tu as un contrat qui se rajoute dessus pour parler de la série. Et donc, tu peux renégocier sans certains cas, dans ces cas-là, par exemple. Mais de renégocier quand tu as signé et qu'il n'y a pas de raison que le contrat change, je pense que c'est impossible ou alors vraiment très difficile. Ensuite, artiste-auteur, c'est le statut le plus compatible. Pardon. Oui. Non, mais je dis, parce que en fait, Forky revenait sur ce que je venais de dire, c'est pour ça. Tu peux, mais ça dépend de ton poids. Si t'as du succès, si l'éditeur veut vraiment te garder. Donc oui, effectivement. Mais je pars du principe qu'on est tous pauvres et pas connus. C'est pour ça, Forky. Et du coup, il y en a des questions. Hein. Ouais. À un moment, on mettra une petite pause et Nomade, tu notes les questions, mais on les reprendra à la foire aux questions. Ouais, parce que de toute façon, faut un petit peu avancer. Mais du coup, artiste-auteur, c'est le statut le plus compatible ou auto-entrepreneur moins. Alors, c'est même pas qu'une question de compatibilité. C'est-à-dire que c'est une question que normalement en France, avec un contrat d'édition, tu n'es pas censé te déclarer en auto-entrepreneur. C'est pas un statut qui est fait pour ça. On va pas venir te chercher des noises légalement parce qu'il y a tellement d'auto-entreprises qui s'en battent les couilles que tu fasses 1000 balles par mois. Mais le plus compatible déjà, c'est artiste-auteur parce que tu as plus d'avantages sociaux, tu as moins de pourcentage de déclaration. Et en France, c'est censé être fait pour ça et c'est pas censé être giga ok de le déclarer en auto-entreprise. Par exemple, Allscreen chez Ankama, qui est une maison d'édition de base, à partir du moment où je suis rentrée dedans et où je leur ai dit on déclare comment, ils m'ont dit en artiste-auteur. Et ils ont déclaré pour moi parce que tu peux en tant que maison d'édition déclarer pour tes artistes. Never, comme ils viennent de l'étranger, c'est une question où toi tu vois, et moi j'ai déclaré Mez, jusqu'à la fin de Mez, je l'ai déclaré en auto-entreprise. Ok. La dernière question de Alice, et puis après on va continuer. T'es déjà tombée sur un contrat sans date de fin d'exploitation? Déjà, est-ce que tu peux répondre à cette question? Je crois pas. Là, comme ça, j'ai pas souvenir d'avoir vu ou pas une date d'exploitation. En général, c'est pas forcément une date, mais ça va être genre quand la série se termine. Genre, c'est induit que quand il y a tant d'épisodes. Parce qu'en fait, tu signes un contrat pas pour une durée. En général, tu signes un contrat pour un nombre d'épisodes. Du coup, t'as tant de saisons. Tu fais une saison 1 avec 40 épisodes. Une fois que les 40 épisodes sont terminés, le contrat est terminé concrètement. Donc, voilà, à voir s'il y a une date d'exploitation dessus, il me semble pas, mais... Ah non, attends, d'exploitation, pardon, attends, je viens de comprendre la question. Il y a une fin, oui. 5 ans après la fin de l'histoire, on récupère des droits. Ouais, alors c'est des droits complets et numériques. Les droits papier se discutent parce que quand Never s'est implanté en France, ils n'ont pas calculé le fait qu'il y aurait des histoires de version papier, je pense. Il y a une date de fin et 5 ans c'est court dans l'édition. 5 ans c'est très bien. C'est dans la version, c'est dans les romans papier par exemple où tu as des dates d'exploitation qui n'ont pas de fin. Et ça c'est très scandaleux d'ailleurs. Mais chez Never tu en as, ouais. Et juste préciser, en tout cas je pense qu'il faut le préciser pour le moment, c'est 5 ans chez Never. Et si vous avez un contrat sous la main de Never, ne prenez pas notre information pour acquis, vérifiez. Oui, vérifiez toujours parce qu'il y a toujours des updates des contrats, il y a toujours des... Franchement, faut toujours vérifier ce qui a été dit parce que ça a pu bouger. Ouais, les contrats chez les éditeurs bougent beaucoup en fonction de ce que demandent les auteurs, ce qu'ils voient, ce que réclament les syndicats, les mouvements l'évolution du marché, ouais. Voilà, la concurrence qui arrive, il faut s'adapter. Donc, c'est flexible, c'est un milieu très... Alors, diapo suivante, on va passer à la partie un peu moins marrante, mais ça va encore.
Donc, le lexique typique. Allez. Kazakh. Donc là, on a des mots, des mots un peu abstraits sous les yeux. Comment on choisit? Est-ce que tu vas en choisir un au pif et essayer d'expliquer pour commencer, interactif. On va essayer. Tu sais quoi, je vais laisser le chat donner un des 5 points et j'expliquerai le premier. Oui, en attendant, je réponds. Oui, Elisa, il y aura un replay de ce live. Donc Elisa, l'artiste avec qui je travaille pour ma boutique Coffee. Ah, d'accord, bien vu. Si je me trompe pas d'Elisa. Normalement, une Elisa avec un Z, il y a qu'elle. Taku qui a répondu en premier. Période d'exclusivité et ensuite on Période d'exclusivité. Alors ça se retrouve dans beaucoup de contrats, mais genre même en dehors des contrats d'édition, hein, les contrats d'exclusivité, ça veut dire que dans le cadre d'un contrat d'édition, en général, tu proposes d'abord à ta maison d'édition et tant de séries, et après tu peux proposer ailleurs. C'est très dangereux parce qu'il peut y avoir beaucoup d'abus dessus, mais en soum-soum. Il y a des contrats, encore une fois, ni chez Never, ni chez Ankama, qui te disent contrat d'exclusivité sur 5 séries en romance. Sauf que si toi t'écris que de la romance, ça veut dire qu'il faut que tu produises 5 séries et qu'au bout de 5 séries, s'ils y refusent, tu peux aller proposer ailleurs. Mais en théorie, la clause d'exclusivité, c'est ça. Tu es exclusif, comme dans une relation amoureuse. Tu leur proposes d'abord. Mais après, en général, c'est pas 5, c'est 3. Et tu peux bouger cette clause la plupart du temps. Il faut la bouger. Surtout quand vous êtes scénariste. Genre, moi, je suis scénariste. S'il me bloque 3 séries, en fait, je peux plus bouffer. C'est-à-dire que autant un artiste graphique, il gagne plus sur les séries, ce qui est normal. Et en plus, il y a plus de temps. Donc, il peut pas être sur plusieurs séries en même temps. Sauf que moi, oui. Et si je suis bloquée avec une clause d'exclusivité, je suis un petit peu dans la merde. Mais il y a vraiment des maisons d'édition qui peuvent vous foutre dans la merde avec ce genre de clause. Donc, il faut faire bien attention et les négocier. Ouais, et il y a Queen qui dit, fais 5 histoires très 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 mauvaises. Mais tout le monde dit la même chose, je te jure, c'est la technique en général qu'on te conseille si t'es bloqué, hein, vraiment, premier degré. Oh là là. Oh, c'est terrible. Et tu te forces à dégrader ton image professionnelle pour ça. Non, c'est horrible. C'est horrible. Ouais. Ou alors tu vas vraiment au culot en mode tu montres que c'est pour te dégager de la clause et mais voilà. Ouais, la réputation se fait défoncer comme dit Forky. Du coup, ensuite, du coup, c'était avance sur droit. Alors, les avances sur droit, t'en as pas sur du webtoon numérique. Genre, votre série, comme vous êtes payé à l'épisode, vous avez pas d'avance sur droit. Les avances sur droit, c'est pour les versions papier. C'est pour... en fait, on vous avance l'argent qui va être dégagé par vos livres. En avance pour vous, il faut que je trouve un comparatif. C'est un peu comme de la précommande en fait. C'est-à-dire qu'on vous paye pour le travail que vous allez faire et en fait on va pas tout de suite vous donner tout l'argent qui va arriver par vos bouquins parce que ça va rembourser votre avance. Ouais. L'exemple que là j'ai sous les yeux, c'est par exemple, imaginez on vous donne 1 an pour faire un album de 46 pages. Si on attend la fin des 1 an pour vous verser, je sais pas, les 15 000 € qu'on vous doit, vous allez vivre avec quoi pendant 1 an? Ouais, c'est ça. Vous allez vivre avec quoi? Donc, faut jamais lancer un travail sans savoir comment vous allez être payé. C'est toute la problématique des bibles et des. Alors, la Bible, il y a Kankama, je crois, qui appelle ça comme ça, mais des dossiers éditoriaux, en fait, c'est très scandaleux qu'on le fasse de façon gratuite parce que c'est du travail, ils demandent des épisodes complets. On n'a aucune garantie d'être pris. C'est l'équivalent même de vos productions, tout ce qui est production Canva. C'est fait de vous donner un champ et puis après c'est les boîtes qui décident comment vous cueillir et ça c'est normalement on devrait avoir un avance sur droit sur ce genre, enfin un équivalent d'avance sur droit sur ce genre de choses. Ankama le fait, Ankama paye les bibles parce qu'ils sont dans un format studio et vous êtes beaucoup plus encadré et c'est un un système qui est différent. Ouais, c'est très plaisant. Ouais, ils ont du pèse un peu, tu vois. Enfin, ils gèrent beaucoup de choses. Ouais.
ils bossent en tant que maison d'édition de base depuis des années, donc Voilà. ils sont dans les normes. Après, eux, c'est dans le cas de séries où tu crées le dossier avec eux dans le cadre de l'entreprise, où tu es encadré, où c'est pas comme Never où tu fais ton dossier tout seul, t'es pas payé, mais tu le fais tout seul. Genre, tu fais comme t'as envie, si tu veux. C'est C'est sous des forme clos. d'équipe, ouais, j'ai l'impression. Enfin, plus, ouais. Ah oui, mais c'est format studio, c'est-à-dire que moi, on m'a contacté, on m'a dit tiens, j'ai un pitch orphelin, il me faut un scénariste. Ouais, voilà. Et Bah, du c'est ce coup, qu'on nous avait dit aussi. ouais. Ouais, c'est ça, on nous avait expliqué ça du coup à Japan. Ouais, c'est vrai. Et je me disais, ça fait vraiment studio, quoi. Genre, chacun a son rôle. Ouais, et c'est tout. ça. Ça reste une expérience autre, en fait. C'est vraiment très différent de quand vous bossez sur votre série dans votre coin et où vous êtes en création et en autonomie totale. Enfin, moi, je considère que c'est de la création totale. Parce que là, vous êtes beaucoup plus encadré, donc c'est presque plus un travail que de la création. Enfin, je sais pas comment expliquer. Ça reste de la création, bien sûr, mais Ouais, c'est pas mais le t'as, même t'as ton rôle environnement. précis, quoi. Et puis tu bosses avec des gens. Enfin, C'est ça. t'es une équipe, quoi. Bah, puis tu bosses avec des gens que t'as pas choisi. Enfin, après, moi, je suis très contente. Oui. Je suis tombée sur Aya, je m'entends giga bien avec elle, je suis giga heureuse. Mais de base, je ne l'ai pas choisi. En fait, c'est comme les boîtes d'anime. Moi, je trouve que c'est un peu le même C'est délire, ça. quoi. Et C'est c'est une ça. boîte d'anime, donc je pense que c'est logique, en Alors, fait. ouais, ils ont apporté le mécanisme. Ouais. Il y a Alice qui demande du coup si l'auteur prend du temps sur ses épisodes, il fait comment? Prends pas de temps, tu meurs. Tu meurs meurs devant ton PC. C'est toute la question de négociation de contrat. On reviendra du coup un peu plus tard sur les calculs. Ouais. Mais c'est pour ça que c'est si important en fait. C'est pour ça que il y a ça, et puis il y a le fait qu'il faut aussi s'adapter au marché. Mine de rien, tu peux pas produire quelque chose d'incroyablement chiadé, magnifique, long, complexe, sans prendre en compte que le webtoon, c'est un contenu de consommation rapide. Tu ne seras pas payé pour l'énorme qualité que tu produis, tu seras payé à l'épisode et en fait ton épisode se négocie à ta popularité et pas à la qualité en soi. Enfin, si on va regarder la qualité évidemment, on s'entende, mais ce qui va te faire négocier le prix, c'est pas ça, c'est ta notoriété et ta qualité d'artiste. Ça veut pas dire qu'en étant débutant, vous négociez pas, hein. Bien sûr qu'on négocie toujours, évidemment. Et j'ai perdu le truc. Attends. L'auteur prend du temps pour ces épisodes, il fait comment? Et bah t'es dans la merde. T'es dans la merde parce que bah en fait tu signes un contrat pour rendre tant d'épisodes en tant de temps. Enfin, t'es dans la merde. Maintenant ils mettent des systèmes de frigo, etc. Et du coup, de frigo, ça veut dire qu'en gros tu fais des épisodes beaucoup en avance, avant la publication de la série. Mais vraiment beaucoup d'épisodes, genre quasiment plus de la moitié de la série. Comme ça, une fois qu'elle commence à sortir, bah toi t'es déjà loin et t'as le temps de faire tes épisodes. Les gagnants du concours de l'année dernière commencent à éditer seulement maintenant. Enfin, sortie publique seulement maintenant parce qu'ils ont pris l'année pour travailler leurs épisodes. C'est un fonctionnement. À mon avis, totalement personnel. C'est très bien de faire ça parce que ça évite les burn-out et les dépressions et compagnie. Par contre, ça nous rend complètement pas du tout concurrentiel sur le marché du webtoon avec les studios coréens. Donc je pense que la solution dans les cas-là, c'est d'éviter de travailler seul. Ça veut dire aussi payer des gens, donc c'est compliqué parce qu'on est mal payé. Enfin bref, c'est un truc un peu compliqué. Mais faut négocier ça au début. Il faut adapter ta vitesse de travail, ton style graphique pour le webtoon et pour te dire, bah voilà, j'ai une semaine pour faire un épisode. Quelle quantité de détails je mets dès le départ, quel style graphique j'adopte. Parce que si vous avez un style graphique très très chiadé de base, bah, ça va être compliqué. Ou alors il faut être dans un style qui demande moins de cases. T'as tout des espèces de mini calculs comme ça à faire viteuf pour toi, pour savoir comment tu gères en partant du principe que tu fais un épisode en une semaine. Faut toujours partir de ce principe-là. Même si t'as le système des frigos, que t'as de l'avance, toujours partir du principe que tu feras ton épisode en disons 5 à 6 jours. Parce que si tu comptes sur 7, c'est-à-dire que tu te reposes jamais.
Mais voilà, si t'as du retard, il y a des... Tu renégocies avec ton éditeur, tu prends une pause, enfin voilà, il y a des choses, hein, je dis pas qui se mettent en place, mais dans l'idée, faut faire en sorte que t'en aies pas besoin et que tu arrives à trouver ton rythme. Il y a une note quand même qu'on m'a apportée, c'est que du coup, si en fait ton épisode il est quand même super shady, etc., et que au final l'éditeur il te veut vraiment pour ta patte artistique et qu'il est fan de ton histoire, tu peux essayer de négocier le fait qu'un épisode soit plus cher et donc pouvoir rendre moins d'épisodes par mois, mais pouvoir survivre, on va dire. Mais c'est vraiment pas le cas de la majorité. C'est vraiment pas le cas de la majorité, c'est pas le cas chez Never. Concrètement, c'est pas qu'ils veulent pas, hein, c'est juste que la maison mère, on a rien à foutre et du coup, genre ton épisode peut être le plus chiadé possible, tu seras pas payé plus, tu peux pas forcément négocier, ou alors faut vraiment que tu pèses déjà, tu vois. Genre, je sais pas, Leaf, il y a moyen qu'elle arrive à négocier ça. Moi, je demande, on m'envoie balader, tu vois. Il y a un chat dans le micro. Et ça dépend quand même de ta notoriété. Oui. Très bien. Et aussi, ce que j'avais entendu parler d'un truc, alors c'est à prendre avec des pincettes, mais aussi la fragmentation des étapes de l'épisode. Donc, une rémunération pour le storyboard, une rémunération pour le line, pour les aplats, pour la colo, l'ombrage, etc. Et en fait, en fonction de ce que tu rends à la fin du mois, tu es payé en fonction de ces étapes-là. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de faire du coup du début à la fin 2 épisodes. Ça veut dire que par exemple tu peux storyboarder 8 épisodes et être payé sur les 8 storyboards. Alors c'est peut-être possible avec les nouveaux contrats Never. Ça je sais pas, j'en ai pas entendu parler chez Never. J'en ai entendu parler chez Ankama. Dans les autres maisons d'édition, je saurais pas te dire du coup. Mais ça me paraît pas déconnant. Travailler à plusieurs et négocier un contrat, en ce sens, c'est possible. Oui. Oui, concrètement, ils s'en battent les couilles que tu travailles seul ou pas. Hein. Enfin, dans le sens, dans un cas, pas comme Never, pas comme All Screen du coup, parce que eux, ils font un système différent. Mais Never, vous êtes à 1, 2, 4, 10, eux, ils s'en fichent. C'est pas, en fait, c'est pas un argument de venir en disant ouais, nous on veut tant par épisode parce qu'on est 10. Ils vont vous dire bah non en fait l'épisode il coûte tant et vous êtes 10, vous vous divisez, c'est pas notre problème en gros. L'éditeur vous le dira pas parce que il compatit à la situation, mais concrètement vous pouvez pas négocier un contrat avec cet argument, enfin la paye d'un épisode avec cet argument là parce que c'est votre tambouille. Dans le cas de Never, c'est vous qui avez décidé de prendre des assistants, c'est votre problème en gros. Ouais. On en reviendra un peu plus en détail plus tard. Donc, mais je conseille de bosser à plusieurs, par contre, ça oui, hein. Genre bosser à plusieurs si vous pouvez, que ce soit avec des assistants, que ce soit en scénario dessin, c'est vraiment mieux. Donc on a vu la période d'exclusivité, on a vu l'avance sur droit. Qu'est-ce que vous voulez voir après en attendant du coup qu'il y ait des propositions? Peut-être qu'on dirait le droit de regard. On va juste définir rapidement le droit de regard. Le droit de regard, ça va être très rapide. Le droit de regard, c'est pas un droit de veto, mais en gros, chez Never, par exemple, si vous faites du merch, ils ont un droit de regard si c'est sur votre série, sur ce que vous faites. En général, juste vous envoyez, ils vont dire oui, ok. Parce que bon, globalement ils s'en fichent, mais c'est pour vérifier ce que vous faites avec vos persos, parce que comme vos persos sont signés chez Webtoon, en fait ils portent l'image un peu de Webtoon. Donc si vous vous mettez à faire un print avec un insigne nazi, c'est pas dingue. Voilà. C'est pour ça qu'ils veulent un droit de regard. En gros, il faut qu'ils vérifient qu'il n'y ait pas un truc abusé, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Ou alors, des fois, ils sont un peu chiants sur tout ce qui va être nudité, suggestivité, sexualité. Ça, ils aiment pas trop. Mais après, ça, c'est Never. Ils ont toujours été comme ça. Donc, ça n'étonnera personne, je pense. Mais... Faut que ça respecte leurs principes. Enfin, ouais, c'est ça. Ouais, oui. Ça respecte les valeurs de Webtoon, quoi. Enfin, de Webtoon, ouais, voilà, par exemple.
Et du coup, ça, je l'ai surtout entendu dans ce sens-là. Mais en faisant des petites recherches, je suis tombée aussi sur l'inverse, comme quoi les auteurs et les artistes peuvent avoir la disposition de superviser et d'approuver certains aspects de la publication de leurs œuvres. Oui. Ça, je l'ai jamais entendu détailler. Non, bah non, évidemment. Qu'on va pas te le détailler. Oui, mais après, ça c'est un peu, si tu veux, c'est un peu induit aussi. Hein. Dès qu'on utilise ta série, en théorie, on est censé te demander. Pas toujours fait, mais parce qu'en plus, tu dois signer autre chose, je pense, en mode dans le contrat, je sais plus comment ça s'appelle, mais un truc qui donne à l'entreprise l'autorisation d'utiliser du contenu pour faire ta com, en gros. Et là, par contre, t'as pas tout à fait de droit de regard, quoi. Ouais, ok, ça marche. Du coup, on va enchaîner. Donc, droit de distribution. C'est dans le titre, hein, concrètement. Alors, le droit de distribution numérique, c'est que vous leur donnez le droit de publier sur leur plateforme et de faire de l'argent et de le produire, quoi, en gros. Et le droit de distribution papier, c'était que vous leur donnez le droit de faire une version papier et de le distribuer, de payer un distributeur pour le distribuer. Les distributeurs, des distributeurs papier sont ceux qui se gavent le plus, d'ailleurs. C'est dans le titre, je sais pas s'il y avait des choses à éclaircir. Et j'avais une question pour la période d'exclusivité. Ouais. Est-ce que ça implique aussi pour les auteurs qui n'aient pas le droit de publier des épisodes à l'avance sur, par exemple, leur Patreon? Il y a moyen, ouais. Je veux pas te dire de bêtises, du coup je confirmerai pas à 100%, mais il y a moyen. Normalement, tu n'as pas le droit de publier en avance sur Patreon parce que Webtoon est gratuit. Alors, c'est valable pour les édités, c'est pas valable pour les canevas. Hein. Les canevas, tirez toute la thune que vous pouvez, allez-y. Les édités, comme en fait Webtoon vous paye pour la série, en fait, t'as tout un truc où, du coup, s'ils payent pour une série et qu'ils l'éditent sur leur plateforme, c'est pour que les gens viennent et pas pour qu'ils payent pour aller le lire ailleurs et qu'ils viennent pas sur la plateforme. Sur Patreon, après les contenus exclusifs sur Patreon, ça se négocie au contrat. Ils n'avaient pas trop l'habitude avant et maintenant ils commencent à avoir l'habitude. Donc si vous avez pour projet de faire ça avec votre série, parlez-en dès le départ. Ouais, parce que par exemple, il y en a qui font version moins 18, enfin plus 18 plutôt. Oui. Machin, mais qui est pas officiel, enfin qui est canon, mais qui est pas dans le cours de l'histoire, machin. Ça, ouais, comment tu fais? Ouais, du coup, tu négocies direct. En fait, c'est de dire, voilà, moi je veux faire ça, je veux avoir le droit de faire ça. Et eux, des fois, ils te demandent un droit de regard, des fois, ils s'en battent les couilles, ça dépend vraiment sur qui tu tombes. Après, je parle de mon expérience personnelle, c'est-à-dire sur 2 maisons d'édition. Je veux pas tester avec Ankama, donc je pourrais pas vous dire s'ils sont OK avec ça. Never, je sais que ça se demande, et de plus en plus. Donc, ils commencent à avoir l'habitude qu'on leur demande, et il y a des gens, ça passe, des gens, ça passe pas. Comme Never, c'est une très très grosse boîte, on n'a pas la logique. Et c'est vraiment, ça dépend pas de l'éditeur, ça dépend pas de la gueule en soi, ça dépend. On sait pas trop quoi, mais ça dépend. Il y a plein de paramètres, c'est tellement big le truc que ouais, j'imagine que. Il y a du cas par cas. Encore plus censurée que celle disponible. J'adore Cornu. Oui. Cornu, elle est là? Bonjour Cornu. Ouais, elle est dans le chat, Cornu. Coucou Cornu. Très bien. Et du coup, on va finir sur cette partie-là. Le droit d'auteur, finalement. Qu'est-ce que je dois dire sur le droit d'auteur? Les droits d'auteur, c'est... Hein? J'ai l'impression qu'il y a une différence entre le droit d'auteur, tu sais, le statut qu'on reconnaît du coup à une œuvre, et puis il y a les droits d'auteur où là, ça parle de la rémunération. Ah oui, non, c'est compliqué. Il y a le droit d'auteur légal, l'œuvre vous appartient, il y a tout ça, et de céder ses droits d'auteur aussi, donc ça veut dire que l'œuvre appartient à une maison d'édition. Et après, il y a les droits d'auteur, c'est-à-dire les pourcentages sur une série. Globalement, si vous êtes tout seul, la question se pose pas trop, c'est-à-dire que c'est 100% pour vous, les droits d'auteur. Sur une version papier, vous apprendrez qu'un auteur touche entre 3 et 10% du prix du livre final. En version papier roman, hein, je sais pas ce qu'il en a pour les versions papier Webtoon.
Donc on chie bien à la gueule des auteurs, voilà. Et sinon, dans le cas par exemple comme moi, avec une scénariste, une artiste graphique, là vous divisez la paye, donc là c'est une question de pourcentage. En général, de ce que j'ai pu voir, le pourcentage de scénaristes, il est à 30-35%, et le reste pour l'artiste graphique. Ok. Voilà, donc si un scénariste vous aborde et vous dit ouais je prends 80% parce que c'est quand même moi qui invente tout le scénario, c'est un peu une arnaque. Parce que oui, évidemment, l'histoire vient de nous, machin, mais il faut aussi être raisonnable d'un point de vue marché, que nous, on peut avoir plusieurs séries en même temps et les artistes graphiques beaucoup moins. Donc il faut aussi prendre ça en compte. Et j'ai déjà entendu des artistes graphiques qui me voulaient en tant que scénariste, et en discutant, que je donnais mon pourcentage, et le mec était choqué. Et sur le moment, j'ai fait bah comment ça, il est choqué, il voulait pas me donner de thunes. En fait, il me dit non, moi j'ai eu quelqu'un qui m'a demandé 80%. C'est genre quoi? Comment ça, C'est bien, t'es 80%? éthique, hein. Tu es juste. Non mais c'est ça, genre comment ça, enfin c'est un scandale, genre non en fait, on va pas faire ça. Donc lui il était rassuré quand je lui ai dit que c'était 30-35%. Non, non, mais on va se Voilà. Mais ouais, ça c'est les droits d'auteur après. En pourcentage si vous êtes plusieurs. Très bien, ok. Après les assistants ils comptent pas dedans la plupart du temps. Les assistants vous les prenez au black parce que vous avez pas assez de thunes pour les déclarer évidemment. Mais si par exemple l'assistant il est là à la création du projet, en fait il peut être là dans le contrat, en fait, il peut être dans le contrat. Oui, il peut être. Alors, soit il est placé dans le contrat comme assistant-assistante, et du coup, il va être déclaré comme tel et avoir son pourcentage sera marqué. Ce qui en soit beaucoup plus pratique, parce que oui, ça prend sur l'argent d'origine et du coup, ça prend sur votre argent, mais ça veut dire que c'est pas un argent que vous allez recevoir, devoir déclarer à l'URSSAF, mais quand même donner. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, si l'assistant est déclaré sur le contrat d'origine, bah la personne reçoit sa paye, c'est pas sur votre paye, et la personne déclarera de son côté à l'URSSAF ou pas. Mais bon, quand t'as un contrat en général, du coup, tu te retrouves obligé de déclarer. Du coup, c'est bon, faut s'arranger quoi. Tout est possible quand on en discute. Et voilà. Après, là, pour la nouvelle série avec Iko, on est avec Taffy en co-autrice, mais elle est co-autrice, elle est pas assistante. Parce que elle fait pas que des trucs d'assistante. Ce qui dénigre pas du tout les assistants, vous êtes les meilleurs et on a besoin de vous. C'est juste en termes de statut légal, c'est pas tout à fait pareil, c'est tout. Ok, ça marche. Très intéressant, vraiment très très intéressant. Ok. Qui t'a tellement écrit que tu rentres même pas dans le cadre du chat. Alors, ouais, ça allait de se déclarer de son côté, voilà. Ouais, mais Forky, je suis d'accord avec toi, mais d'un autre sens, en fait, s'il se déclare de son côté, ça veut dire que toi, tu le déclares en tant que frère réel ou je sais pas quoi, t'as toute une bidouille à faire. Et du coup, c'est giga compliqué, alors que si tu le payes au black, bah autant qu'il se déclare pas, parce que toi, t'as déjà payé l'URSSAF sur cette thune-là. Donc en fait, c'est... Enfin, tu vois. Après, bon, chacun sa sauce, hein, vous faites ce que vous voulez avec la légalité des choses, mais je trouverais pas ça très pertinent, moi, d'être payé au black et de déclarer alors que la thune a déjà été déclarée. Ouais. Ok. Allez, on passe à la partie la plus difficile. Allez. Promis, je me suis entraînée et tout. T'inquiète. Quoi des Adriens. Donc, comment calculer sa paye? Alors, déjà, premier point avant de passer au calcul, c'est comprendre en fait pourquoi cette paye, qu'est-ce qui va influencer le point de vue de la structure, donc chez qui est l'éditeur, et qu'est-ce qui va influencer les arguments de l'auteur-autrice en fait. Faut vraiment comprendre comment pensent les deux parties pour voir sur quel terrain danser et sur aussi quel terrain s'appuyer pour négocier. Ouais, parce que c'est pas ce que tu me donnais l'exemple hier, par exemple, du prix à la case, etc., qui est important de calculer quand même, hein, pour être au courant d'un peu combien vous êtes payé, de vous rendre compte, en fait, de comparer le temps que vous passez sur une case et le prix que vous êtes payé, de comparer ça avec le SMIC, etc. La plupart du temps, un auteur n'est absolument pas payé au SMIC, hein, faut pas vous faire d'illusions, on est payé bien en dessous. Par rapport aux heures, hein, c'est-à-dire que vous pouvez toucher un SMIC, mais vous ferez pas 35 heures, quoi. La plupart du temps, vous faites beaucoup plus.
En fait, ce qui va compter dans le prix d'un épisode, ça va être votre notoriété. Déjà, on va pas se mentir. Si vous êtes un très grand auteur, autrice, déjà on va venir vous chercher et en plus la paye va être intéressante parce que plus vous êtes connu, plus les maisons d'édition vont se battre pour vous. Ça s'appelle la concurrence et quand il y a de la concurrence, on peut négocier ses prix. Donc c'est pour ça que le développement d'une communauté c'est très important, même si ça fait chier parce que en fait on n'est pas censé être community manager dans notre métier, mais bon. Ça fait partie du taf. Votre qualité de dessin et votre qualité de scénario. Et ce que je disais à Saki hier, enfin il me semble que c'est à toi que je disais ça hier, c'est que en fait dans le monde du webtoon, ne doutez pas de vous et n'exigez pas trop de vous avant de demander un contrat parce que le marché n'exige pas autant. C'est-à-dire que votre dessin doit être bon. Genre en moyenne, votre dessin doit être bon pour passer. Par contre, un scénario, si vous êtes bon, c'est tant mieux pour vous et vous pourrez peut-être aller plus loin dans votre carrière et basculer sur de la BD ou du roman ou etc. Moyen, ça passe quand même. Tristement parce que du coup parce que le marché est comme ça. Le marché il est en mode bon bah ça va être commercialisé, ça va marcher très bien, ce sera de la conso, c'est top. Genre quand vous mangez un kebab, vous faites pas forcément gaffe à la qualité de la viande. Là c'est pareil. Ça veut pas dire que les scénaristes sont nuls parce que je le suis et je ne le dirai pas comme ça. Ça veut juste dire que qu'on va regarder votre qualité de dessin d'abord. En premier lieu. Et après, on va regarder le scénario. Après, si le scénario est pourri et qu'ils pourront pas le commercialiser, bon bah là, voilà, le dessin a beau être magnifique, ils le feront pas parce qu'ils savent que ça se vendra pas. Parce que le dessin attire, mais le scénario et la qualité des dessins, bien sûr, continue, garde en fait les gens et crée des communautés et des gens investis dans les séries. Et c'est ça qui fera votre saison 2 et c'est ça qui fera que votre notoriété va augmenter. Mais dans un premier temps, l'entreprise, elle veut un produit vendable, commercialisable. C'est tout ce qui l'intéresse au début. L'entreprise, je parle pas l'éditeur en lui-même. Hein. Encore une fois, les éditeurs, eux, ils veulent des œuvres, ils veulent bosser avec des artistes. C'est ça qui les éclate. Hein. Des très bons kebabs. Mais ouais, mais non, mais on fait toutes et tous des très bons kebabs. Mais parce que je dis ça parce qu'en France, on est là en mode ouais, on fait de la qualité. Et c'est vrai, genre en général, les scénarios français, ils sont un peu plus chiadés. Ça veut pas dire qu'il y en a pas. Enfin, je dirais de tout. Mais t'as ce truc un peu où on se dit ouais, conscience artistique, tu vois, où tu veux faire de la bonne qualité, que ce soit. Hein French touch, tu vois. Non mais voilà c'est ça et c'est trop cool, mais ce que je veux dire c'est que du coup il faut pas vous sentir inférieur à je sais pas qui, je sais pas quoi et ne pas tenter de toute façon. Et puis si vous tentez que ça marche pas, et ben vous performerez un peu plus, vous évoluerez un peu plus et puis vous retenterez. Genre c'était surtout là-dessus. Donc la paye est liée à votre qualité et liée à votre à si vous en avez déjà fait ou pas, si on connaît aussi comment vous bossez. Si on sait que vous bossez bien, qu'il n'y a jamais eu de problème, que... Bon, après, ça veut pas dire qu'il faut pas prendre de pauses. Hein. Prenez des pauses si vous en avez besoin. Ce que je veux dire, c'est à quel point vous êtes professionnel. En fait, c'est tout. Là, j'ai pas tout... Là, comme ça, j'ai pas d'exemple de gens pas pros à qui ça a coûté un contrat. Là, comme ça, j'ai pas de nom qui me viennent en tête. Je suppose que c'est possible. Dans la théorie, quoi. Qu'est-ce qui reste Oui, la rentabilité. Mais la rentabilité, c'est un peu cette idée-là, en fait. Hein. Ça va avec votre professionnalisme. L'étendue du public cible. Le genre, également. Il y a des genres... selon le genre, vous allez avoir plus ou moins de cases. Vous allez avoir plus ou moins de... on va vous demander... Enfin, exiger de vous une qualité de scénario et une qualité graphique différente. Par exemple, les séries qui demandent le plus en termes de qualité graphique, qualité de scénario, nombre de cases, ça va être tout ce qui est fantasy. Les séries fantasy, pour commencer, c'est chaud, je trouve. Après, si c'est votre cam, allez-y à fond, il n'y a pas de raison. Mais ça, c'est ce qu'ils demandent. En général, ils demandent plus de cases et ils attendent vraiment une qualité graphique en termes d'action, de dynamisme, de posing aussi. Ça demande beaucoup de posing, la fantasy, plus qu'une petite romance. Genre, nous, on a commencé par une petite romance parce que on s'est dit, bon, bah ça passera et on prend pas de risque. Voilà, globalement. Okay. Y a Queen qui demande, est-ce qu'il faut négocier du coup des pauses dans le contrat ? Je crois que maintenant, ça se fait de plus en plus. Ça dépend des structures. Je sais qu'il y a des copines qui le font, pas chez Never et pas chez Ankama. Chez Ankama, comme t'es pas tout seul, en vrai, c'est plus facile de prévoir des pauses.
chez Kaya est parti 2 semaines en vacances cet été et ça a absolument pas gêné la prod. Enfin, le cours de production des épisodes. Chez Never, je sais pas si c'est possible parce que en plus moi je suis sous un contrat d'il y a 2 ans et je crois que ça a bougé il y a pas longtemps. Je saurais pas dire pour Never. En théorie c'est possible. Après il y a des boîtes, je pense qu'ils s'en foutront en mode bah tu prends de l'avance et puis quand t'as assez d'avance tu peux te prendre un congé. Tu vois, ça a plus cette logique là induite, pas dite mais induite plutôt que d'avoir des vacances prévues. Après encore une fois tout peut se négocier je suppose. Ouais. Et Ça vaut le coup d'essayer. donc enfin, oui c'est ça, ça vaut toujours le coup d'essayer. Toujours autant essayer, t'as rien à perdre. Je pense que c'est pas avec une question comme ça qu'ils vont faire on va plus te donner le contrat. Au revoir. Ce serait un peu abusé, j'imagine. C'est pas gentil. Donc, point de vue de l'auteur, donc pour lui, ce qui va compter, petite faute de frappe, sont les clauses du contrat. Donc, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure pour voir en fait si un contrat est sympa ou pas du tout. Oui. Donc, focus sur l'appartenance d'œuvre et de l'artiste. Il y a aussi, du coup, je l'ai quand même noté, le ratio de nombre de cases et rémunération. Oui, bien sûr. Ça donne quand même une idée. Oui. Quand on connaît pas en fait le marché, ça donne quand même une idée de ce qui est juste ou pas. Et du coup, ce qui intéresse l'auteur, mais pas du tout la structure, c'est le nombre de personnes qui sont derrière. En fait. Et puis quand je dis ça intéresse pas la structure, des structures qui ne fonctionnent pas en studio. C'est ça. On peut pas aller voir du coup un éditeur dont c'est pas la structure en lui disant il faudrait nous payer plus par chapitre parce qu'on est 4 dans l'équipe. Oui, c'est ça. C'est pas un argument. Demander plus par rapport à ce que l'éditeur vous propose, ça va être des arguments comme j'ai plus de notoriété qu'avant, je bosse plus vite. Il n'y a pas eu de problème entre grosses guillemets, ce qui est un mot très, très nul pour dire je n'ai pas fait de burn-out, parce que c'est pas censé être un argument, mais malheureusement ça existe. Ouais. Et voilà, concrètement. Et voilà. Et là, on va passer à la petite partie 1 qui va commencer à être un peu mathématique. Oui. Encore un peu de mais vous allez aimer mon schéma. Cornu, petit clin d'œil à toi, vu que t'es dans le chat. J'ai volé tes pots, voilà. Donc, comprendre du coup sa rémunération. Donc, dans la bande dessinée, papier, numérique, on paie en fait une prestation. Donc, c'est un service, c'est un paiement. Donc, c'est pour ça que voilà, on peut voir au nombre de cases. Et que du coup dans le monde du webtoon, la paie elle correspond à un épisode, si je me trompe pas. C'est ça. Donc on va nous annoncer le prix d'un épisode. Et du coup, ça te va si j'explique mon schéma et le calcul? Ah ouais, vas-y. Ouais. Donc ça veut dire qu'au début, voilà, il y a l'entreprise, elle vient vous voir. Elle vous annonce le prix, donc la paie pour un épisode. Donc là, on est tout à gauche, donc on a le petit bocal avec la monnaie, donc vous avez la somme pour le brut. Ce qui se passe, c'est qu'à partir de ce brut, on va vous prélever des taxes, on va vous prélever une cotisation qui du coup va dépendre du contrat, mais aussi d'où vous êtes au niveau du pays et d'autres facteurs. Je sais pas s'il y en a d'autres. Par exemple, si la cotise sera pas la même si t'es en artiste-auteur ou en auto-entrepreneur, par exemple. Ouais, après, il y a aussi des questions genre de déclaration frais réels, mais ça, je maîtrise pas du tout. Je sais que ça existe. Je sais que c'est à fouiller si ça vous intéresse, mais je saurais pas vous en dire plus. Et du coup, à partir de ça, donc vous avez la paie de l'épisode net. Et en fonction de si vous avez un assistant ou pas, du coup, il faut en déduire la paie de l'assistant, et c'est comme ça que vous savez ce que vous avez en poche à la fin. Et donc ce calcul-là, vous le prenez, donc ça vous avez la paie pour un épisode, vous regardez en fonction de combien d'épisodes vous allez envoyer par mois, et vous allez voir combien vous avez pour survivre ce mois-ci. Voilà, c'est vraiment ça l'idée. Donc la diapo suivante, ça va être avec des chiffres numériques. Attention,
on le souligne, c'est une situation fictive. Pas du tout à prendre au pied de la lettre. C'est pas du tout des chiffres à prendre en compte pour essayer de mesurer si oui ou non votre futur contrat est juste ou pas. Limite, on a fait une loterie, on a sorti des chiffres au hasard. D'accord ? Disons qu'en fait, on n'a pas en tout cas, moi personnellement, je n'ai pas le droit de vous donner le prix d'un épisode. Je soulignerai juste, parce que j'ai quand même ma conscience militante, qu'on arrête de chier à la gueule des artistes. 400 balles l'épisode de 50 cases, c'est trop peu. Voilà, je peux pas vous en dire plus. Mais voilà, prenez cette info et gardez-la. Et toujours au regard de tout ce qu'il y a à faire autour. C'est ça. Donc ça, c'est un exemple chiffré. Je l'ai un peu détaillé pour ceux qui ont une horreur avec les maths, mais bon, il faudra aller calculer et un peu revoir les bases du pourcentage. C'était ça les maths. D'accord. Ouais. Dédicace. Alors, petite dédicace du coup à Taku qui m'a aidé à faire ce schéma. J'ai remasterisé son schéma. Merci. J'avais peur que ça soit pas assez accessible pour le public. Et petite dédicace à Image qui a été ma validation pour les personnes qui sont nulles en mathématiques, est-ce que ce schéma est compréhensible? Voilà. Merci Image. Désolée Image. Elle a été ma norme. Donc, je vais y aller un petit peu lentement pour ceux qui ont vraiment du mal avec ça. Donc, vous avez 400 € bruts. Ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir payer des taxes et des cotisations. Par exemple, si les taxes sont de 10%, ça veut dire que vous allez avoir moins 10%. Si la cotisation est de moins 6,5, ça veut dire que vous allez ajouter, vous allez retirer aussi moins 6,5%. Donc, en tout, moins 16,5%. En mathématiques, en gros, on n'oublie pas que ce sont des pourcentages, donc on va faire 400 fois 0,835. Pourquoi ? Parce que, suivez le petit astérix, 100, donc on est en pourcentage, c'est pour ça qu'on se base sur 100, on fait moins le 16,05, on se retrouve avec 83,5%, et comme c'est du pourcentage, on décale le petit 0 pour retirer le pourcentage, donc ça fait 0,835. Si vous avez du mal à suivre, c'est pas grave, vous pouvez revoir des vidéos de mathématiques, de pourcentage dans votre coin. Mais en tout cas, promis, ça fait 334 quand vous avez déduit les taxes et les cotisations. Donc quand vous avez 334 € net, il faut prendre en compte la paye des assistants. Donc là, c'est fictivement, je le souligne, et ça veut dire que c'est une valeur peut-être pas assez juste, et très certainement vraiment un paiement au lance-pierre qui n'est pas de valeur égale à ce qui est produit, vous retirez moins 60 €. Donc vous vous retrouvez dans votre poche avec 274 € pour un épisode à multiplier par le nombre d'épisodes que vous produisez par mois. Donc si on revient tout à l'heure sur le fait que vous n'arrivez pas à avoir une cadence assez rapide et que vous êtes payé très peu, ça peut faire très mal et c'est surtout pas viable en fait. Oui. Et ça, c'est quand vous êtes à 100% sur un prix d'épisode. Hein. Enfin, à 100% avec assistant, avec scénariste ou avec auteur graphique, c'est vous enlevez encore des pourcentages. Mais du coup, vous êtes allégé d'une tâche. Genre, faut le voir aussi comme oui, c'est ça. Un allègement. C'est un gain de temps et c'est aussi, c'est important de prendre des assistants quand on et puis des fois, c'est l'assistant, ouais. Ouais. Non, j'allais dire c'est d'être à plusieurs, c'est un gain de temps, mais c'est même au-delà de ça parce que tout le monde n'a pas les compétences, toutes les compétences. Moi, je ne sais pas dessiner. Concrètement, je ne pourrais pas faire une série toute seule, tout comme il y a des gens qui ne sauraient pas tenir un scénario parce que inventer des histoires, genre à peu près, enfin, je pense que pas mal de gens peuvent le faire. Tenir un scénario qui se tient sur la durée, de gérer le nombre de cases par épisode pour narrer si telle ou telle information, etc. Ça reste d'autres compétences différentes et c'est ok de pas savoir tout faire et il faut pas hésiter à se mettre à plusieurs si c'est pas une compétence que vous arrivez à atteindre un niveau suffisant pour une prod quoi. Là, je me pas dis comme George Lucas. Genre, je pense qu'on est peu à pouvoir faire comme lui, malheureusement.
Non, mais parce que lui, il aime pas déléguer, du coup, il a fait le maximum tout seul, sauf que t'es là, genre, ouais, mais gars, il y a des compétences que t'as pas, en fait, donc arrête de saccager tes prods et engage des gens qui savent qui savent faire les trucs que tu sais pas assez bien faire pour que ce soit assez qualitatif. Ouais, je rebondirais bien là-dessus en disant qu'il y a des fois où, tu sais, quand c'est ton bébé, enfin, surtout les gens, quand on débute là-dedans et tout, quand c'est ton bébé, t'es là, non, je veux tout faire tout seul, pas d'assistant, pas de truc et tout. Mais ça, c'est différent. Non, justement, pour moi, c'est justement, on se dit ça, mais en fait, oui. Oui, voilà, c'est là où je voulais en venir, les gens se disent, ah, c'est mon bébé, je veux rien déléguer et tout, et enfin, oui, ok, c'est ton bébé et tout, mais dans la vie, accepter l'aide, c'est pas genre, la personne, elle va pas te voler ton On n'a pas compris, Matt, ton micro. Ah, pardon, c'est mieux là? Ouais, ça a l'air. Oui, en gros, tout ce que je voulais dire, c'est que parfois on est têtu, ouais, c'est mon bébé, machin, mais genre, l'assistant, il est là, en plus, il est là pour s'adapter à tout travail et tout. Et c'est du gain de temps. En fait, je pense que sur le coup, tu te dis, peut-être tu perds de l'argent, machin, mais je pense qu'il vaut le coup sur le long terme parce que ton endurance, tu tiens plus l'endurance plus longtemps, donc tu es efficace plus longtemps, donc tu peux produire plus de choses, et à un moment, c'est forcément rentable en fait. Tu vois, au lieu de faire un burn-out au bout de 3 mois et de pas pouvoir honorer le contrat. Ouais, bah, ça peut poser problème après, clairement, pour ta carrière. Après, le placement, pour rassurer un petit peu les artistes graphiques dans le chat, un ou une scénariste n'est pas là pour vous imposer un projet. Genre, il y a plein de cas de figure. Genre, la rencontre artistique, elle est différente selon ce que vous avez envie, selon ce que vous avez besoin. Je peux tout à fait venir vous voir avec un scénario déjà terminé. Je ne le ferai pas parce que c'est pas comme ça que je fonctionne, mais en théorie, un scénariste peut venir en mode « Hey, j'ai cette histoire-là, le pitch c'est ça, le scénario, le synopsis entier c'est ça. Est-ce que tu veux bosser dessus ?» Ça se fait. Pourquoi pas, il y a des artistes qui diraient oui, machin, pas de souci. Moi, j'ai peut-être une idée de pitch de base et après, je vais voir un artiste. Ou alors je rencontre un artiste, je me dis « Ah, viens, on bosse ensemble, ça va être trop stylé. Qu'est-ce que t'as envie de dessiner ?» Parce qu'un webtoon, tu vas te coltiner le dessin pendant plusieurs mois, long et difficile, à un rythme intense. Donc autant aller dans le genre que la personne aime bien, surtout que moi, je suis très large dans les genres de l'imaginaire. Et je dis, bah voilà, de quoi t'as besoin? On voit ce qui nous inspire ensemble. Et après, j'écris et je demande des avis. Mais tout comme j'aurais un droit de regard sur le style artistique, en mode, ah, bah j'imaginais pas ça comme ça, qu'est-ce que t'en penses, etc. Ça, c'est de la co-création pure. Et après, vous avez l'autre cas inverse, où c'est l'artiste graphique qui vient en mode, voilà, moi j'ai mes OC, j'aimerais bien une histoire dans ce style-là, je ne sais pas écrire d'histoire, j'ai une base de lore, mais après pas plus, tu vois, j'ai griffonné 2-3 idées, mais je sais pas lier, je sais pas raconter, j'ai besoin de quelqu'un au scénario. Et là le rôle, donc c'est l'opposé du premier cas que j'ai donné, et c'est totalement possible aussi. C'est juste qu'il faut trouver le dosage qui vous convient par rapport à ce que vous voulez faire, et vous pouvez changer d'avis, et vous pouvez faire un projet dans la configuration 1 et un autre projet dans la configuration 3, on s'en fiche, mais il faut vraiment être bien sûr que les deux personnes soient ok avec la dynamique, soit dans la même dynamique et la même recherche. Regardez Bakuman, là. Bakuman, j'ai l'impression que c'est la ref à chaque fois, tu sais. Genre, on est une entité, tu vois. Genre, c'est un travail d'équipe, quoi. C'est ça. Chacun se complète, tu vois. Et je trouve ça intéressant parce que je me dis, donc toi, en fait, tu penses à l'artiste quand t'écris ton speech, en fait, déjà. En gros. Ouais, bah c'est parce qu'en fait je trouve que quitte à faire une collaboration artistique, autant utiliser 2 cerveaux artistiques. Enfin, je veux dire, parce que la collab n'en sera que plus originale et plus unique. Et je préfère vraiment fonctionner comme ça, parce que bah, enfin je sais pas, moi je me mets à la place de l'artiste graphique qui va se coltiner des dessins qu'il aura peut-être pas envie de faire dans un univers qu'il fait pas kiffer. Enfin je sais pas, moi je préfère faire comme ça. Après il y a des artistes graphiques qui préfèrent ne pas avoir leur mot à dire et avoir juste un scénario et pas réfléchir, et c'est leur droit aussi. Enfin genre toutes les configs se valent, il n'y a pas de jugement de valeur ou d'une qui est mieux que l'autre. C'est comment vous êtes à l'aise. Et moi je préfère communiquer parce que je suis plus inspirée comme ça aussi, parce que moi mon énorme kiff c'est la science-fiction, mais moi j'ai mes romans pour ça, donc j'aime aller explorer d'autres univers que j'aurais pas écrit en roman, parce que écrire un scénario te prend moins d'énergie, moins de mental qu'un roman.
Et du coup, ça me permet d'explorer des histoires que je n'aurais pas forcément écrites en roman. Là, on va sortir, on espère, le dossier est envoyé, on ne sait pas encore si ce sera accepté. On part sur de la fantasy. La fantasy en webtoon, moi, ça m'amuse, j'aime bien, mais je l'aurais pas écrit en roman parce que c'est pas ma cam. Mais du coup, ça me fait plaisir de faire plaisir à Iko qui avait un truc dans sa sacoche et qui m'a dit tiens, j'ai ça comme idée, et viens, on fait un truc comme ça. Et bam. Et du coup, quand je fais mes recherches, je dis hey, j'ai trouvé ça, t'en penses quoi? Ou alors elle va me dire oh, là, j'ai pris une douche, je viens d'avoir une idée dans la baignoire, attends, je t'explique. Et je trouve que c'est plus sympa. Ça te stimule, quoi. Toi, c'est ça qui te stimule. Qui te. Ouais, c'est ça. C'est ça. C'est de faire avec, aussi avec les idées des autres. Et, Moi, ce qui m'amuse le plus, c'est de faire des petits caprices de scénariste, mais vraiment des trucs bien à moi, en mode. Dessinateur, vraiment, pour mes dessinateurs, je suis super flexible. Il y a beaucoup de choses qui me vont. Mais par contre, à des moments, je suis là. Par contre, ce personnage, il peut avoir un nom de famille qui finit en Anne. Ouais, pourquoi? Mais oui, non, mais attends, mais meuf, mais les noms de tout. Les noms, je propose des idées, mais alors c'est ma logique. Genre vraiment, les noms, je peux passer 1 heure à chercher un nom de personnage annexe, et après, juste, je demande à l'artiste si ça lui plaît ou pas. Et sinon, je reprends ma logique et j'en trouve un autre. Mais clairement, les noms, je suis horrible dessus. Oui, mais même comme des petits délires, je me suis promis que peu importe les webtoons que je fais, il y aura au moins une apparition de Furet dans chaque webtoon. Non mais voilà, il y a des... Je vois. C'est comme Pixar, quoi, genre... Hein? C'est comme Pixar, quoi, ça finit par être le truc récurrent à chaque fois, c'est ta marque de fabrique, c'est le Furet, tu vois. Non mais voilà. Les easter eggs, comme on dit. Mais ça, tu le conviens au début avec l'artiste, tu dis écoute, moi j'ai ce délire là, genre est-ce que c'est ok pour toi? La plupart des artistes ils vont dire oui, je m'en fiche, genre moi dans chaque webtoon que je fais, normalement il y a un lien avec mon roman principal que j'éditerai un jour, je l'espère, et avant mes 30 ans dans l'idée, il y a un lien. Mais en fait tu le sauras pas si tu lis pas le roman principal. Mais il y aura toujours un lien. Voilà. Très bien. Si Cornu, tu sais, bisous. Donc, pour revenir au sujet, on avait aussi une petite question de Mira. Et puis, tout simplement, on va passer à la slide foire aux questions. Donc, pour l'instant, questions, posez toutes les questions que vous voulez. C'est votre moment. Donc, je vais essayer de pas trop tartiner. Ouais. Et on va aussi encore slide pour être sur la diapo avec Cécile, avec ses réseaux sociaux. Et c'est de webtoon, donc en posant cette question, vous avez tout le temps d'aller voir son travail, aller vous abonner, etc. Donc la question de Mira, est-ce qu'on peut déclarer cet argent? Du coup, c'était mince, c'est le passé. Si on a le statut d'illustrateur. J'ai vu passer. Alors, je suis pas sûre d'être en mesure de vraiment te répondre correctement, Mira, parce que du coup, je ne suis pas illustratrice et j'ai jamais eu le statut illustratrice. Après, il me semble que le statut illustratrice fait partie des versions, des catégories dans artiste-auteur. Et du coup, il me semble que juste tu peux switch. Mais en vrai, je pense qu'il doit y avoir des différences par rapport à une question de droit d'auteur et de déclaration possible de droit d'auteur. Parce qu'il y a la Sophia, je crois, qui te permet de récupérer de la thune, parce qu'ils font des calculs en mode sur l'année, combien t'as perdu par rapport au piratage des gens ou aux lectures illégales ou des choses comme ça. Ils te calculent ça et ils te donnent de l'argent à la fin. Mais ça, par exemple, je pense que tu peux pas le choper si t'es déclaré en illustrateur et pas en artiste-auteur, tu vois. Il doit y avoir des bails comme ça. Après, je pense que personne viendra te faire chier si tu le déclares en illustratrice, mais mieux vaut te dire que c'est transitoire en attendant d'avoir le bon statut. Je pense que c'est mieux de le voir comme ça. Ok. Très bien. En attendant les questions, moi j'en avais une un peu, t'as commencé à en parler pour ton roman. Ça fait combien de temps que tu travailles dessus? T'as commencé quand en fait à écrire des romans? Alors, à écrire des romans, à écrire, j'écris depuis que je sais écrire, je pense. Et avant, genre juste, je les écrivais pas parce que je savais pas écrire, mais j'inventais des histoires avec des dessins tout nuls, de quand t'as 5 ans, quoi. Je sais plus à partir de quel âge on apprend à écrire. Je sais que j'avais écrit un truc à 8 piges, donc ouais, on doit être dans ces eaux-là. Ouais, ça doit être ça.
Ouais, bah voilà. Romance, quoi. Ouais, et genre j'ai vraiment toujours écrit, et ce roman principal, donc qui n'est pas de la science-fiction, qui est de la science-fantasy. Enfin, c'était de la fantasy au début, parce que quand t'es gosse, bah t'es bouffé, enfin tu bouffes de la fantasy, tu bouffes pas de la science-fiction. Et au fur et à mesure, c'est mon amour de la science-fiction qui a évolué avec mon âge, et du coup bah ça se finit en science-fantasy, donc un mélange de science-fiction et de fantasy. Et j'ai commencé à inventer cet univers quand j'avais 10 ans, donc ça fait 17 ans. Très bien, c'est intense. Voilà. Et j'aimerais bien, parce que maintenant j'ai le niveau d'écriture suffisant pour être édité. Il faut juste que je repasse encore dessus pour qu'il soit optimisé, parce que c'est vraiment la difficulté là, c'est que c'est un tissu qui a été tellement rapiécé que genre pour tout bien lisser, bien terminer, c'est un enfer. Donc faut que je bosse dessus. Mais entre temps, j'ai des romans de science-fiction adultes qui du coup sont beaucoup plus simples à travailler, parce que le premier jet je l'ai fait en tant qu'adulte, et du coup c'est beaucoup plus facile à retravailler avec des bases de scénarios d'origine déjà mises à l'intérieur, et du coup à recabler, restructurer, c'est beaucoup plus rapide. Mais ça sortira un jour, Oui, on espère, on croise les doigts pour toi. Il y a une question étrange là, j'ai pas tout compris, de Queen Richard. En cas de blessure grave. Comment ça se passe, parce que tu peux plus travailler? Tu peux plus travailler. Die avec God Tears. Ah oui, d'accord. Ouais. Je sais plus ce qui lui est arrivé à Die, mais ouais, j'avais entendu parler. C'est très complexe. C'est-à-dire que si t'es un peu malade, si t'es malade, genre plus de 3 jours ou je sais pas quoi, là tu peux demander. Enfin, je sais qu'en tant qu'auto-entrepreneur, tu peux demander. T'as une assurance de je sais pas quoi, ils doivent te verser un petit peu par jour. En cas de blessure très grave, genre vraiment en mode tu te casses le poignet, t'en as pour 6 mois, bah là c'est mort. Enfin, là c'est-à-dire que ta série s'arrête. Et en soi, le contrat court toujours. Après, je sais pas trop comment ça peut être géré. Je sais pas comment Dai l'a géré d'ailleurs. T'as pas un truc arrêt maladie, tu vois, genre truc où t'es protégé, quoi. En artiste-auteur, peut-être maintenant, à son époque à lui, je suis pas sûre. Qui fait un peu shonen boy, il a continué à dessiner. Avec sa tendinite, ça a empiré, bah tu m'étonnes. Je crois que maintenant il est plus raisonnable, il lui reste des séquelles, bah tu m'étonnes. Ouais, bah déjà préservez-vous avant de ce genre de choses, donc tout ce qui va être tendinite, canal carpien, dos, jambes, parce que jambes ça compte, hein, si vous restez assise toute la journée, j'en suis la première touchée. Investissez, si vous le pouvez, le plus rapidement possible dans des outils ergonomiques qui vont vous permettre de bien travailler. Posez l'intégralité de votre avant-bras sur le bureau, je vous en supplie. Parce que c'est notamment ça qui va déclencher plus facilement, pas obligatoirement, mais plus facilement les tendinites et le canal carpien. Donc il faut que le coude soit sur le bureau. Il faut que votre avant-bras soit posé. Après, les conseils que j'entends, parce que bon, moi je suis pas artiste graphique, donc ça c'est un truc que j'ai entendu mais que j'ai pas besoin de faire, de travailler avec l'épaule et l'avant-bras et de pas casser le poignet. Si vous avez des gestes à faire, essayez de faire large. Après, ça dépend de la taille de votre tablette, hein, bien sûr, c'est un confort de pouvoir le faire. Pensez à une... Hein? De la muscu. Ouais, voilà. Muscu, étirement, dès que vous avez un peu mal, reposez-vous. Je sais que je le dis et que je suis franchement l'hôpital qui sous la charité, parce que je sais qu'on a beaucoup de mal à se reposer, et que pour nous se reposer, c'est pas du repos, c'est de empêcher et c'est très frustrant. Et j'ai fait 10 jours de tendinite où je pouvais pas travailler et je l'ai très mal vécu. Donc voilà, mais si... Moi, j'ai une réponse. Sachez que sur le Webtoon Café, on a fait pas mal de vidéos qui parlent de ça, hein, de savoir prendre des pauses et tout ça. Le burn-out et compagnie. Comme quoi, on croit que le truc, on est en train de perdre du temps, mais en fait, quand on se pose, parfois on gagne du temps parce qu'on bosse mieux après. Donc, on peut toujours penser au long terme, hein, parfois. Ouais, mais je sais que c'est dur aussi parce qu'on est totalement dans le rush, on est passionné et on veut finir. Et ouais. C'est ça. Non, mais c'est dur, c'est clair. De mon côté, ce que je recommande aussi, c'est de commencer dès maintenant en fait à faire des étirements. Renforcement du poignet, genre il y a des PDF en ligne, il suffit de les faire, taper pour trouver. Avant même
d'avoir mal au poignet. Parce que pour mon expérience perso, bah, je dessine intensément depuis 2 ans et jamais j'ai eu mal au bras. Et par contre, j'entendais d'autres artistes dire ah j'ai une tendinite, etc. Et je comprenais pas, tu vois, je me dis ah bah ça fait mal. Et puis là pendant le concours webtoon, mon bras il commence à me picoter, ça commence à tirer bizarrement. J'étais là qu'est-ce qui se passe? Et bah peut-être que ton poignet est en train de se blesser en fait. Ouais. Donc j'ai commencé à faire des étirements tous les jours systématiquement et franchement ça aide et ça soulage, mais à faire même avant de commencer à avoir mal. Faut pas attendre d'être blessé pour ça. Mais même des échauffements comme les sportifs avant de faire du sport, hein, des échauffements c'est bien. Je dis ça, je le fais pas, mais faut le faire. Non, mais c'est vrai. En fait, faut avoir une attitude un peu sportive parce que dès qu'on fait un truc physique, mais même dans la vie de tous les jours, on devrait parfois s'échauffer, même avant de marcher. En fait, tu sors de chez toi, tu marches et t'as mal, tu vois, parce que tu marches vite d'un coup, t'es là, ouh, t'as pas l'air, tu vois, faudrait toujours un peu s'échauffer. Et quand tu dessines, en fait, bah ouais, tu m'étonnes, en fait. Pour en revenir au sujet, il y a Natachou qui dit qu'il faudrait souscrire du coup à une assurance. Une assurance. Je suppose que ça existe pour les artistes-auteurs, ouais. Pour Inalco, du coup, pas de souci, t'inquiète pas, il y aura la rediff. J'avais une autre question sur, du coup, plutôt la négociation. En gros, on sait qu'on va négocier, etc. Mais concrètement, la négociation, ça se passe comment? C'est par webcam? C'est par écrit mail? Ça va dépendre. Tu peux le faire par mail. Tu peux, voilà, t'as reçu le contrat, tu dis bah voilà, je vais l'examiner et tout, puis je sais pas, quelques jours après, tu reviens en mode bon bah voilà, la clause machin, j'aimerais qu'on vienne dessus parce que ça me va pas, tu proposes autre chose ou tu proposes de la faire sauter. Ça peut être par webcam, mais en vrai, surtout si c'est le premier contrat que vous négociez, je conseille par mail parce que en face-to-face, on peut être désarçonné très vite. Sans vraiment que l'éditeur cherche à être intimidant, hein. C'est juste que nous, on peut être plus vite intimidés en étant jeunes dans le métier. Et je rappelle que, comme je te le disais hier, Saki, l'école ne t'éduque pas à être un professionnel indépendant, mais à être une chaîne d'usine. Ce qui fait qu'on ne t'apprend pas à remettre en cause ou en discussion la personne en face de toi quand elle est censée être dans une hiérarchie. L'éditeur n'est pas votre personne hiérarchique au-dessus de vous. L'éditeur, comme je le disais tout à l'heure, est un client. Vous avez le droit de tout négocier, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit de remettre en question. Et vous n'êtes pas juste un enfant qui demande un service à sa maman. Vous êtes un professionnel qui va demander quelque chose à un autre professionnel. Voilà. Par mail, tu as des preuves à l'écrit. Et par mail, tu as des preuves. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, si vous le faites à l'oral et que vous voulez des preuves, vous dites est-ce que, envoyez-moi ou je vous envoie, ça dépend le récap de ce que nous avons dit ensemble. Tu peux demander un récap à envoyer par mail pour avoir une trace écrite. Ouais, tout à fait, tout à fait. S'il n'y a pas d'autres questions, du coup, on va passer à la diapo où on va vous raconter ce qu'on va faire prochainement avec le Wafé. Donc, on pourra toujours répondre à des questions s'il y en a qui pop, mais comme ça, on va avancer un petit peu. Donc, c'est la fin, on est vraiment à la fin. Donc, alors, le Webtoon Café, donc... Ouais. T'as dit quoi? Zaz? Non, j'ai dit j'arrive parce que j'ai bougé, j'ai décalé d'une pièce pendant 2 secondes et j'ai couru pour bouger le diable. Bref. Très bien. Je prends mon retrait au sérieux. Donc, le Webtoon Café, on a des réseaux sociaux actifs, donc principalement cette chaîne Twitch et l'Instagram du Webtoon Café, dont il faudrait remettre les chiffres à jour. Ouais, je vais tout mettre en plus. Les prochains lives à venir, ça va dépendre du coup grandement des résultats du concours, dans le sens où, comme l'année dernière, on va chercher à interviewer les gagnants du concours. On va voir comment on peut les regrouper en fonction des thématiques, parce que l'année dernière, du coup, on pouvait faire les romances ensemble, les cartes blanches ensemble. Cette année, on ne sait pas du tout. Cette année, niette. Bah, à mon avis, il va pas y en avoir beaucoup, donc vous pouvez les regrouper en une seule émission, je pense. Hein. Ils vont être 4 normalement, donc 4 c'est un peu beaucoup. On va au moins essayer de les faire 2 par 2.
Mais en tout cas, voilà, les prochains lives, ce sera avec les gagnants du concours. Aussi, avec le Webtoon Café, donc on a une petite ouverture exceptionnelle. On est à la Harajuku, donc le festival Harajuku qui se situe à Bercy, à Paris, le 16 et le 17, dans ce week-end-là. On va exposer avec Lutin et moi-même, et puis on aura Marilia qui est une nouvelle barista qui nous a rejoint récemment, donc on va être là pour vous accueillir. Et pour les adhérents, du coup, on a un petit resto à la fin du samedi. Et venez nous voir, venez discuter, papoter. On a préparé un questionnaire sous forme de Google Form qu'on va du coup partager à ce moment-là sur place pour vous recommander des webtoons en fonction de vos réponses à 3 questions. Voilà, en 3 questions, comme ça c'est pas long. Vous avez une liste de webtoons recommandés en fonction de vos choix, de vos goûts, etc. Et avec des petits liens parce qu'on a bien fait les choses. Donc voilà, pour les news à venir. Ah oui, aussi, les tips vont bientôt reprendre. Dera et Lutin ont bossé énormément dessus. Là, Dera, elle nous a quasiment fait plein de tips d'un coup pour anticiper la reprise des cours parce que c'est la rentrée. Bon courage à ceux qui ont repris les cours, etc. Même ceux qui n'ont pas eu de vacances parce qu'ils travaillaient. Du coup, voilà. Mad, est-ce que tu peux nous mettre le lien de... Ah, tu as mis le lien d'adhésion, parfait. Eh oui. Oh là là, c'est parfait. J'avais pas baissé les yeux du tout. Ok. Et ouais. Du coup, il n'y a pas eu de questions supplémentaires. Cécile, tu veux faire un petit mot de la fin? Suivez les artistes français, édités ou Canva, c'est important parce que la French Touch est cool et que la plupart du temps c'est du green flag en plus avec des sujets qui sont pas souvent abordés et c'est très cool. Et n'hésitez pas à donner de la force aux auteurs et aux autrices sur les réseaux sociaux parce que ça fait toujours grave plaisir. Et prenez soin de vous et de votre corps et de votre santé mentale. Voilà. Ouais. Et si plus tard vous avez un contrat ou que vous connaissez des personnes qui du coup se retrouvent entre les mains un contrat d'édition de webtoon, donc recommandez-leur du coup d'aller voir Eventoon, d'aller voir le snack, d'aller regarder la rediffusion qui sera sur YouTube de ce live, hein, ça nous fera plaisir. Et comme Taku est beaucoup plus organisé et malin que moi, actuellement le Webtoon Café recrute 2 nouveaux baristas. Donc ça sera pour le rôle du coup d'assistant graphique pour travailler avec Dera et Cornu sur les visuels parce qu'actuellement les baristas elles se retrouvent souvent à faire des visuels alors que c'est pas trop leur rôle. Donc on aimerait bien former quelqu'un pour qu'il s'en occupe et du coup avoir un gain de temps et d'organisation. Mais aussi un modérateur Twitch et Discord, idéalement les deux en même temps en fait. Parce que du coup, on a notre chaîne Twitch et on a notre Discord qui se développe. Et on a besoin en fait quelqu'un qui s'assure que tout se passe bien pour que nos lives se déroulent au mieux, pour que les discussions sur le Discord avec les adhérents se déroulent au mieux. Donc c'est important pour nous et aussi de pouvoir exploiter le mieux possible ces applications en fait parce que par exemple à l'heure actuelle pour les tweets si vous vous abonnez il y a un nombre limité d'emojis et on voudrait voir comment on pourrait améliorer les petits cadeaux et les petites surprises qu'on pourrait apporter. Voilà, merci Taku. Vous avez le mot de Cécile. Du coup, bonne soirée tout le monde et à très vite. Bonne soirée, salut. On passe sur la